La première personne de race noire à fouler le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Canada serait Mathieu d'Acosta, un homme libre selon toute vraisemblance, employé comme interprète pour Samuel de Champlain. Le roi Louis XIV autorise officiellement l'esclavage en Nouvelle-France, permettant la pratique régulière du travail forcé dans la colonie. Marie-Joseph Angélique, une esclave, est accusée d'avoir mis le feu à la maison de son propriétaire à Montréal. Bien que l'on ne pourra jamais démontrer hors de tout doute sa culpabilité, Angélique n'échappera pas à sa tragique destinée. En pleine Révolution américaine, les Anglais promettent liberté, terre et droits aux esclaves et aux Noirs libres en échange d'un service militaire. Des migrants loyalistes noirs viennent alors fonder une communauté du nom de Birchtown, non loin de Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Des centaines de soldats blancs démis de leurs fonctions se retrouvent bien malgré eux en compétition avec leurs voisins noirs, moins bien payés. Il en découle la première émeute raciale au Canada. La loi impériale de 1790 généralise l'esclavage en Amérique du Nord britannique. Victimes d'une discrimination généralisée, près de 1200 loyalistes noirs quittent la Nouvelle-Écosse pour la Sierra Leone, en Afrique. John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, dépose un projet de loi visant à mettre fin à l'esclavage dans la colonie, lequel reçoit la sanction royale le 9 juillet. Bien qu'il n'interdise pas entièrement l'esclavage, le projet de loi en favorise l'interdiction progressive. Un groupe de près de 600 Jamaïcains exilés, connus sous le nom des Marrons, accoste à Halifax. Plusieurs participeront par la suite au renforcement de la colline de la Citadelle. Des milliers de volontaires noirs luttent aux côtés des Anglais pendant la guerre de 1812. Entre 1815 et 1860, des dizaines de milliers d'Afro-Américains fuyant l'esclavage viennent chercher refuge au Canada en empruntant le chemin de fer clandestin. L'esclavage est aboli dans toutes les colonies britanniques par la promulgation d'une loi impériale qui entre en vigueur le 1er août 1834. Marianne Shedd met sur pied le Provincial Freeman, journal appuyant les militants anti-esclavage et la campagne pour les droits des femmes. Elle fondera plus tard une école pour les réfugiés noirs à Windsor. Plus de 800 Noirs de Californie viennent s'établir en Colombie-Britannique. Leur défense de ce territoire britannique conduit à la formation de la première et la seule milice composée exclusivement de soldats noirs. Après s'être heurtées au rejet dans leur ville d'adoption, Montréal, des femmes américaines s'unissent pour fonder le Colored Women's Club. Le groupe appuie la communauté noire dans la Petite Bourgogne. En 1909, plusieurs centaines de Noirs de l'Oklahoma viennent s'établir dans les prairies canadiennes. 2 ans plus tard, on lit dans certains journaux de Winnipeg que le gouvernement du Dominion s'apprêterait à interdire l'immigration de ces nègres, tels que décrivent les journalistes à l'époque. De hauts dirigeants militaires autorisent la création du 2e bataillon de construction. Celui-ci, formé exclusivement de soldats noirs, n'est toutefois pas autorisé au combat. Les soldats servent plutôt en France comme bûcherons au sein du corps forestier canadien. Plusieurs centaines de Noirs canadiens s'intègrent à la collectivité de Strathcona dans l'est de la ville de Vancouver. Barbara Howard mène l'équipe canadienne de relais à l'argent et au bronze lors des Jeux de l'Empire britannique de 1938 en Australie. L'armée canadienne rejette initialement plusieurs centaines de volontaires noirs. Devant une guerre interminable, toutefois, on finit par accepter de nombreux Canadiens de race noire au sein de l'armée régulière. C'est à l'époque de Tommy Douglas qu'est adoptée la Charte des droits de la Saskatchewan, première loi générale canadienne interdisant la discrimination. Jackie Robinson, joueur noir des Royaux de Montréal, renverse les barrières. Viola Desmond est mise en état d'arrestation pour avoir pris place dans un siège du rez-de-chaussée au Roseland Theatre, une section réservée aux Blancs. Cette affaire provoque une vague de protestations qui déboucheront en 1954 sur l'interdiction légale de la ségrégation en Nouvelle-Écosse. Recruté auprès des As de Québec, Willie O'Ree est le premier hockeyeur noir de la LNH. Il dispute son premier match aux côtés des Bruins de Boston face aux Canadiens de Montréal. Poussé par le racisme anti-noir et une volonté de renouveau urbain, la ville d'Halifax menace d'éviction les résidents noirs propriétaires du quartier
qui refusent de vendre volontairement leurs propriétés et de déménager. Le gouvernement canadien annonce la première politique canadienne de multiculturalisme, vouée à créer une société plus inclusive, qui accueille à bras ouverts les immigrants qui façonnent sa diversité. Au cours des 4 décennies qui suivront, les Canadiens seront témoins des innombrables contributions des Noirs dans toutes les sphères, notamment en politique, dans les sports et dans les arts.